Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ouloulou, sans masque. Ouloulou, ça va être le nouveau signe. En fait, ça va être le nouveau jingle. Ouloulou, sans masque, tu vois. Aujourd'hui, ma Sylvia, on a un gros sujet. un très gros sujet. Un très gros Même sujet. deux sujets au final. Finalement, c'est deux sujets qui concernent énormément de monde. Même tout le monde, en fait. Tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire La peur de l'échec, vs. la peur de la réussite, que ce soit dans le travail ou dans la vie perso, bien évidemment. Déjà, j'ai appris tout à l'heure, parce que j'ai quand même fait quelques recherches pour ce podcast, j'ai fait semblant, j'ai appris un mot. Attends, il faut que je te le sorte parce qu'il n'est pas facile à dire. La peur de l'échec, ça se dit atychiphobie. Atychiphobie. C'est la peur irrationnelle et persistante de l'échec. Et elle se Ok. manifeste souvent par un évitement des situations où il y a un risque d'échec, Ok. même minime. Donc ça veut dire que parmi nous, on va avoir plein d'atychiphobes. Exactement. Et du coup, les symptômes, en gros, c'est la procrastination, l'anxiété excessive, face à de nouveaux défis, une faible estime de soi et une tendance à minimiser ou ignorer les succès. Ah bah, il y en a beaucoup qui sont concernés, hein. Moi, beaucoup. Et du coup, paradoxalement, on a aussi, mais ça sera plus de ton côté, la peur de la réussite. Elle a pas un nom? Non, elle a pas de nom. Elle a pas de nom, Désolée, toi, t'as pas de nom. J'ai pas de nom. T'as pas de nom. Et du coup, ça peut paraître contre-intuitif d'avoir peur de la réussite. Ouais. Mais c'est une réalité. C'est une vraie réalité dont C'est on une va vraie parler réalité. aujourd'hui, je pense. Exactement. Est-ce qu'on commence un Shifumi? Est-ce qu'on se fait notre fameux Shifumi? Allons-y. Let's go. T'es prête? Shifumi. Shifumi. Excellent. Un baptême Shifumi. Allez, commençons. Allez, deuxième podcast où je gagne le Shifumi. Merci de noter. Sylvia. C'est moi. Non. Je te jure. Peux-tu décrire ce que signifie pour toi la peur de la réussite en affaires, vu que c'est très contre-intuitif? Ce podcast va être très long pour ceux qui n'ont pas la vidéo, ils sont en train de juste dire. Il va y avoir beaucoup de rire sur ce podcast. La peur de la réussite en affaires. Et là, j'ai du mal à regarder la caméra, du coup. Tu peux me regarder. Je peux te regarder, toi. Je dirais que c'est hyper compliqué parce que déjà, il y a très peu de gens qui le comprennent. Vu qu'en général, on est beaucoup plus sur une peur de l'échec qu'une peur de la réussite. Quand j'ai commencé le business en 2020, j'ai senti que j'avais des blocages et je comprenais pas. Et du coup, tout le monde me disait non, mais c'est parce que t'as la peur de l'échec, c'est normal. Mais non, je sais que je vais réussir. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre tout mon argent, j'ai pas peur que ça fonctionne pas. Je sais que je peux rebondir, j'ai toujours des solutions. C'est vrai que tu m'as toujours dit ça depuis qu'on se connaît. J'ai absolument pas peur de tout investir et je me dis on verra ce qui se passe. Je sais que je trouverai toujours des solutions. Mais j'avais une autre peur et je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas. Et je crois que c'est une fois que j'ai dû scroller sur les réseaux sociaux et j'ai dû voir quelqu'un qui parlait de la peur de la réussite. Et là, ça m'a... Et c'est ça, en fait. C'est ça que j'ai, c'est ça que je ressens. Et... Mais je comprenais pas, c'est très bizarre d'avoir peur de réussir, en fait. C'est très contre-intuitif, on a tous envie de réussir. Bah, c'est ça, réussir, c'est génial, en fait. Donc j'ai commencé la thérapie, je pense, comme ça, d'ailleurs, pour arriver à enlever tous les blocages et arriver à briller. Longue thérapie qui aura pris pas mal de temps. Et aujourd'hui, je dirais que la peur de la réussite est liée souvent à des problématiques qu'on a eues dans l'enfance. C'est toujours exactement ce qui est dit sur atychiphobie. Voilà, toujours des peurs qui sont liées à l'enfance, où on a vécu des choses qui sont relativement traumatisantes et qui font qu'on se bloque, qu'on s'empêche d'avoir la visibilité qu'on mérite, qu'on s'empêche de briller, parce que je pense que le mot vraiment c'est ça, on s'empêche de prendre la place qu'on veut. Et pour certaines personnes, comme par exemple ma problématique à moi, c'est que au lieu de prendre la place que je mérite dans ce monde, je vais prendre de la place dans mon monde. Et donc forcément prendre du poids au lieu de prendre du poids dans le monde. Et c'est hard. C'est hard parce que depuis que je me suis lancée dans le business, je sais exactement le plan qu'il faut que je fasse pour réussir. Je me suis lancée, le premier mois, j'avais mon plan. C'est vrai. Je peux vous dire que mon plan, si j'en ai fait 15%, c'est le max. Alors que tu as les capacités d'en faire 700%. Mais tellement. Je sais. Mais juste parce que aujourd'hui, je me freine sur certaines choses. Je n'ose pas parce que je m'auto-sabote.
C'est exactement ce que j'allais te dire, qui était marqué aussi dans mes petites phrases. Voilà. L'auto-sabotage. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai conscience que je m'auto-sabote énormément par peur de briller et de prendre trop de place. Alors, on pourrait me dire, bah vas-y. Mais ce serait bien si c'était si simple que ça. J'aimerais bien. Bah, Hein. Et bah tiens, je vais donner un exemple très concret. Donne-moi-en. Quand on a fait la formation à l'époque de Robin Janssen. Coucou d'ailleurs Robin si tu passes par là. La meilleure formation que j'ai suivie. Ouais, je pense clairement que c'est la meilleure qu'on ait pu faire. Et d'ailleurs on s'est rencontrés. C'est la meilleure. Voilà. Il y avait un des passages à l'action qui était de créer un groupe Facebook. Que j'ai fait. Très simple. Toi, tu l'as fait en 30 secondes. Voilà. 10 peut-être. Ouais, voilà. Il m'a fallu 1 semaine ou 10 jours pour créer ce groupe. Pendant 1 semaine ou 10 jours, j'étais complètement tétanisée à l'idée de créer ce groupe. Pas dans le fait de créer le groupe, très simple à faire, elle l'a fait en 10 secondes. Mais sur le principe où j'avais mon image de Sylvia, un peu la fit girl, qui s'entraînait, qui était drôle. À l'époque, mon pseudo, c'était Sylvia Haha. Donc, je me cachais juste derrière cette image de... Je me cachais juste derrière cette image de belle plante bien foutue et ça m'allait très bien. Et là, en fait, je devais passer de l'autre côté et accepter que j'étais pas juste une belle plante, mais que j'en avais dans le crâne. Et beaucoup. Et beaucoup. Accessoirement. Accessoirement. Et ça, c'était très dur. D'assumer et de montrer au monde entier coucou, je suis pas juste une fit girl qui fait des selfies dans la glace où je vous montre que j'ai une taille ultra fine et un bouquet plutôt pas mal. Et là, il fallait que je montre que, ok, j'ai un cerveau, je sais réfléchir et je vais montrer que je sais comment fonctionnent les choses. Oh, et puis tu sais très bien le faire pour les autres. Ce qui est le pire, c'est que vraiment, Sylvia, elle a un talent, elle te prend un business, en 3 semaines, elle t'en fait une pépite. Mais elle le fait pour les autres. C'est ça. Non, vraiment. C'est ça. Mais je veux plus pour le mien. Je sais. Et donc, du coup, j'ai eu cette phobie de créer ce groupe Facebook à l'époque parce que c'était accepté et affirmé que j'étais pas juste une belle plante, mais que j'étais cette femme qui avait un cerveau. Et donc j'ai bloqué. Et donc j'ai bloqué, j'arrivais pas à avancer. Et ça, clairement, c'est un blocage qui est lié à la peur de la réussite. Ouais, totalement. Et ce qui peut paraître contre-intuitif à beaucoup de gens, comme tu peux du coup parler à énormément de gens qui ne comprennent pas non plus pourquoi ils ont ces blocages. C'est ça. Et moi, tu me parles de peur de la réussite, je suis en mode, ça m'est totalement inconnu. Enfin, pas dans le business en tout cas. Et j'aimerais tellement ne plus l'avoir, cette peur et cet auto-sabotage. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que si j'avais pas cette peur de l'auto-sabotage, je pense que je serais... dans la fusée. Je serais très très loin et je serais pas du tout au stade où je suis aujourd'hui dans mon business, qui est déjà très bien, on peut le dire. Mais je pourrais être à des niveaux qui seraient déjà beaucoup beaucoup plus loin parce que j'aurais ce passage à l'action qui serait beaucoup plus massif. J'ai déjà un passage à l'action très rapide, mais je pense que je mettrais mon focus sur des actions qui sont imminentes en termes de résultats. Chose où aujourd'hui j'ai encore un petit peu du mal parce que je préfère me cacher. Alors que t'es tellement belle. C'est dommage de te cacher. Voilà. Ça répond à ta question ? Ça répond à ma question. Et je trouve que c'est une question ultra intéressante pour les gens qui vont se reconnaître en toi et qui vont peut-être se dire « Ah mais c'est ça !» C'est comme toi, tu t'es dit un jour en scrollant. Ouais. J'espère que si des gens pourront se reconnaître, ça leur fera du bien. Parce que c'est une vraie bitch, ce truc. Je vais dire un autre mot, mais je vais pas le dire. Anaïs. Sylvia. Oui. On va commencer comme ça chaque question ou pas ? Aujourd'hui, toi, tu te sens concernée par quelle peur, principalement ? Alors, en business, moi, c'est plutôt la peur de l'échec. Parce que je l'ai frôlé tellement de fois de peu, si tu veux, que ça m'a créé, que j'avais pas au démarrage, j'avais pas du tout cette peur de l'échec. Ça a été pendant le Covid, quand on s'est rencontrés aussi, au final. Pendant le Covid, on a failli faire faillite. On était à moins 30 000 sur les comptes, on était caution d'un crédit de 100 000 euros, Julien venait d'être papa, boutique fermée, confinement. Là, j'ai commencé à ressentir une petite peur, je t'avoue, où je me suis dit, tiens, c'est pas très très agréable. Je me rappelle même avoir été faire une séance d'hypnose avec Catherine, en lui disant, je suis angoissée. Et en fait, j'avais le Covid, en forme grave, j'étais en déficience respiratoire, mais quand même ultra angoissée de me dire, la peur de l'échec, et en fait, la peur de l'échec, c'est aussi la peur du regard des autres. Parce que tu vois, t'as peur
de montrer aux gens que tu peux échouer. Et tu vois, on va en revenir à un thème qu'on abordera un peu plus tard, c'est le human design, dont on aime beaucoup parler. Et dans mon thème, tu vois, le regard des autres est ultra important. Ne pas montrer mes vulnérabilités, c'est la base. Et du coup, là, devoir dire aux gens, waouh, je vais échouer, moi, cette femme forte, non, j'aime pas du tout. Et donc, ça m'a créé alors des choses très cool au final, cette peur de l'échec. Alors, des angoisses très reloues à vivre, des insomnies assez persistantes, mais ça m'a permis du coup de connaître une hypercroissance derrière, parce que hors de question du coup de connaître ça. Je n'aime pas quand ça m'angoisse, donc hors de question. Et donc j'ai suivi cette formation toujours. Merci Robin encore une fois. Merci Robin. J'ai suivi cette formation où on s'est rencontrés et où c'est là où du coup j'ai pris une explosion en business, mais pour contrer cette peur de l'échec. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que cette peur de l'échec est revenue il y a pas très longtemps quand on a failli de nouveau tout perdre encore et encore. Parce que le business, ce n'est que ça. Des jours, ça va très bien, des jours, ça va pas du tout. Sur Instagram, tout va toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est très rare. Et ça sera un autre sujet encore. Ça sera un autre sujet. Et du coup, cette peur de l'échec, au final, moi, elle est constante en business. Après tout ce qu'on a construit, c'est affreux de tout perdre. Genre, humainement parlant, tu ne peux pas être normal quand tu perds tout ce que tu as construit. Bien sûr, ça fait des années que tu bosses dessus. Et soit par le regard des autres, soit par, tu vois, Julien, quand il a coulé sa première boîte, je sais que lui, il l'a vécu comme un échec personnel et qu'aujourd'hui, c'est un traumatisme en lui. Alors que, les conjonctures, les machins, aujourd'hui, tu vois, si tu fais faillite en 2023-2024, c'est à peu près la norme. Donc c'est censé être quelque chose de normal. Mais le regard des gens, l'extérieur, etc., c'est ultra dur à vivre. Ouais, et donc, tu te fous une pression constante pour tenir cette réussite en permanence. Et dans les moments de moins bien, tu te sens nul en fait. T'as l'impression de plus réussir et du coup de te dire bon finalement c'était peut-être un coup de chance avant. Voilà. Donc ça c'est mes peurs au niveau business. Attends, la suite c'est ça? Je sais pas. Non, j'allais dire que finalement il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés dans ces peurs-là, parce que finalement toi ça a été un booster et un driver pour aller chercher des sommets, des choses que tu aurais peut-être pas été capable si tu avais peut-être pas cette peur en fait finalement. Et de l'autre côté, le gros inconvénient, comme je suis quasiment H24 avec elle, c'est un stress omniprésent, parce que vous la voyez sourire là, mais je suis toujours très souriante comme fille. C'est assez costaud, hein, le stress constant que tu vis au quotidien. Oui, j'ai jamais vécu ça de ma vie, c'est très désagréable. Pour l'avoir vécu ces dernières semaines-là, de façon constante, peut-être comme toi tu le vis dans ta vie tous les jours depuis des années, mon Dieu, c'est une horreur. C'est une horreur. Et moi, je sais que je ne serai jamais en capacité de vivre avec un tel stress H24. Je préfère arrêter le business et retourner en CDI, même si je me suis déjà demandé pas. Mais, ah ouais, non, c'est de vivre avec un stress constant et d'avoir tout le temps les mains, en fait, qui sont limite en train de trembler, le corps qui tremble. Je peux pas. Ouais, c'est vrai que c'est dur à contrôler le stress parce que, au final, ton corps réagit sans même des fois que tu te rendes compte que t'es stressé. Et ça, c'est, tu vois, par exemple, cette nuit, insomnie, certes, suite à un effet secondaire d'un médicament, mais du coup, mon cerveau, j'ai passé une nuit, j'ai essayé de regarder tous les Harry Potter. J'ai même regardé Bienvenue chez les Ch'tis, pour te dire, tu vois, la nuit que j'ai passée. Après, j'ai fait de l'hypnose. J'ai fait des ondes cérébrales. J'ai tout fait, impossible de dormir parce que... C'est sympa cette nuit. Elle était affreuse cette nuit. En plus, j'étais malade, tu vois, sinon c'est pas marrant. Et mon cerveau ne s'arrêtait pas. Peur de l'échec. Alors que actuellement tout va bien, mais peur de l'échec constante. Impressionnant. Alors qu'avec la peur de la réussite, moi je me pose sur l'oreiller et je m'endors. Hein. Ouais, c'est pas de problème. C'est pas faux. Tiens. Excusez-nous, Chérie a fait une petite pause dans notre podcast. Orchi, je sais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que tu peux me dire, justement au niveau business, oui, quels sont les moments où tu as senti que cette peur t'empêchait d'avancer? Je vais y répondre, mais on n'oubliera pas juste après de revenir sur ta peur de l'échec en amour. De l'amour. En amour. Pas de l'échec, de la réussite. Ah, oui, pardon, de la réussite. Ouais. Oui, pardon. C'est l'inverse. On est un peu l'inverse là-dessus. Du coup, pour répondre à ta question sur l'impact que la... cette bitch-là... on peut y aller, c'est pas censuré, c'est pas grave. Que la peur de la réussite a eu dans le business. Ouais.
quand j'ai osé du coup créer ce fameux groupe Facebook à l'époque et passer au-delà de toutes mes problématiques, très très vite, j'ai vécu quelque chose d'assez dingue. Moi, de base, quand je me suis lancée dans le business, je me suis dit, bon, si je fais 3-4 000 euros par mois, C'était la promesse initiale. c'était la promesse initiale. Et je me suis dit, franchement, si je quitte mon CDI à 2005 pour arriver à générer 3-4 000 euros dans ma poche, je suis contente. Et donc, je lance mon activité pour générer 3-4 000 euros par mois. Et puis, je fais mon lancement au mois de septembre et Anaïs, j'ai fait 12 000 euros sur le mois de septembre. Okay. Anaïs, c'est le mois d'octobre, j'ai fait quasiment 20 000. Et puis 30 000, 40 000, 50 000, 60 000. C'est fou comme ça va vite, hein. Ça monte très très vite. Et on perd un peu la notion, la réalité. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réaliser que je prenais beaucoup de place sur le marché, sans forcément mettre des grosses stratégies publicitaires. Moi, je faisais tout mon petit truc en organique. Pas d'ads pour Sylvia. Non. Et ça fonctionnait très bien. Et ça fonctionne toujours très bien. Et ça fonctionne toujours très bien d'ailleurs. Mais je restais un peu cachée. J'avais pas besoin de prendre beaucoup de place, de publier beaucoup, de faire de publicité. Enfin, je prenais une petite place qui me convenait et qui me permettait de bien générer dans mon business. Donc ça me suffisait. Et en parallèle de ça, j'ai commencé aussi à suivre une thérapie, donc qui m'a fait bosser sur mes problématiques personnelles. Et là, j'ai commencé de plus en plus à vouloir prendre moins de place. La seule chose, c'est que bien évidemment, quand on est sur un marché, il y a de la concurrence. Logique. Il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Et moi, je me souviens à l'époque, toutes les personnes que mon commercial avait au téléphone, c'était j'ai déjà eu ton concurrent, mais en fait, finalement, j'aime trop le feeling avec toi, donc c'est avec toi que je veux signer. Et je pense que vraiment, en peut-être 1 an et demi, on a dû avoir une personne qui a dû nous dire, bon non, finalement, je vais chez l'autre. Ouais. Mais tous les autres sont rentrés chez nous. Parce que justement, il y avait cette énergie, cette authenticité. Enfin, je pense qu'il y a mon histoire aussi, tout simplement. Et c'était assez dingue. Et du coup, assez facilement, en fait, j'ai arrivé à attirer les gens et donc du coup, arriver à obtenir de nouveaux clients. Et je me suis auto-sabotée. Je me suis totalement auto-sabotée. J'ai commencé à prendre du poids, à plus vouloir me montrer, alors que j'étais encore, franchement, pour le coup, je le dis, archi bonne. Et je rêverais de retrouver ce corps d'avant. Mais j'ai commencé à ne plus vouloir me montrer. Ne plus vouloir publier. Pas vouloir lancer YouTube. Surtout pas lancer YouTube. C'est un gros sujet entre nous. Être la moins visible possible. Or, problématique dans un business, c'est qu'il faut être un petit peu visible pour que ça fonctionne. C'est ça. Et j'ai commencé, en fait, finalement, à laisser toute la place à mes concurrents. Et aujourd'hui, avec du recul, ça me fait... En fait, je suis mitigée parce que j'ai envie de dire d'un côté, ça me fait mal parce que je me dis, forcément, c'est les gens qui ont pris plus de place sur le marché, mais parce que j'ai accepté, en fait, de leur laisser cette place-là. Eux, ils ont juste se dire, mais trop bien, Sylvia, elle s'arrête, on la voit plus, merci, on reprend le marché. Et donc, il y a un peu cette déception de moi-même d'avoir accepté, en fait, de me mettre en retrait, mais en même temps, si j'avais pas eu ce retrait, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. C'est clair. Voilà. Donc, cette peur de la réussite, elle m'a aussi conduit là, à me mettre en retrait pour être le moins visible possible et du coup laisser des parts de marché monstrueuses à mes concurrents. Mais que t'es en train de reprendre. Et que je suis en train de reprendre gentiment. C'est vrai. Voilà. Incroyable. C'est fou, hein, comment on peut s'auto-saboter. Ouais. Du coup, parlons d'auto-sabotage. Je m'auto-sabote. Allez, c'est parti. Moi, c'est plus l'inverse, tu vois, c'est dans l'amour. En fait, j'ai été tellement habituée à des échecs, je pense, que maintenant, quand il y a un truc qui va bien, je te dis, c'est trop beau pour être vrai. Et en gros, je vais m'auto-saboter. Tu vois, j'en parlais avec mon hypnothérapeute, on fait tous des thérapies ici, putain, c'est chaud. Mais j'en parlais avec mon hypnothérapeute et qui me disait, mais Anaïs, vous allez chercher des disputes où il y en a pas. Vous allez chercher des problèmes où il y en a pas. Et je lui dis, mais pourtant, je suis très très heureuse avec ces personnes. J'ai pas forcément envie d'aller chercher des disputes. Mais en fait, inconsciemment, c'est rarement conscient ce genre de choses. Quand tout va bien, j'ai une telle peur de l'abandon
que du coup, je vais saboter la relation pour pas que l'autre m'abandonne, mais que ça soit moi qui me casse. Tu vois? Ce qui est très très contre-intuitif aussi, genre quand tout va bien, pourquoi tu vas saboter? La personne va pas forcément partir. Mais du coup, ça m'a créé vraiment la peur de la réussite. En gros, quand tout va bien, je me dis, pas normal. Pas envie. Centre sacral de la gorge, à ce temps. Pas envie, et enfin, envie, consciemment, grave envie, consciemment. Et inconsciemment, ton cerveau te dit, non, viens, on va trouver des nouvelles disputes. Ça a l'air plus cool. Donc tu vois, c'est très contre-intuitif aussi. Mais je sais pas si je préfère avoir la peur d'échec en amour ou en business, du coup. Je me dis, si je l'avais en amour, tu vois, ce serait peut-être mieux. Genre, je pousserais à la réussite du truc, tu vois. Donc, je me demande maintenant avec le recul, mais bon, c'est des choses sur lesquelles on continue de travailler fortement. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, ce que j'aimerais, du coup, c'était une de mes questions, c'est qu'on puisse illustrer un petit peu cette peur de la réussite. Je sais que récemment, dans ta vie, t'as une réussite qui a pointé le bout de son nez en amour. En amour, j'ai envie de dire dans laquelle. En amour. Mais avec forcément des petites problématiques qui arrivent, parce que il y a toujours des fois des petites problématiques qui se passent. On aime la voir comme ça là. Là, elle commence à être un peu vulnérable. Vous voyez cette tête-là? Ah, ceux qui écoutent en podcast, allumez YouTube. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé en fait dans ta tête et les moments où elle est en train de se dire bitch. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Non, tu l'expliques comme tu le veux, mais le but c'est de pouvoir illustrer un petit peu cette peur de la réussite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as voulu faire? Je vais passer pour une hystérique, les gars. Parce que maintenant que les sentiments sont revenus à la normale, moi-même, tu vois, je me dis, c'est peut-être un peu abusé. C'est un peu. Bon, pas tant que ça non plus, faut pas déconner. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, vous écoutez le premier podcast si vous voulez savoir l'histoire d'amour qui est arrivée. Donc j'ai pour une fois une réussite en amour. Enfin, attends, c'est le début, on sait pas. Mais pour une fois, là déjà, t'es en train de... Non, mais on sait pas. Je sais pas, dans la vie. Ouais, on va positiver. Oui, toujours. Mais bref, j'ai une réussite en amour actuellement, c'est une chose incroyable de ma vie. Et du coup, tout était parfait, genre vraiment, hein, l'homme le plus parfait de l'univers. Même toi, tu me disais, c'est pas possible d'être aussi parfait. Bah si, je l'ai trouvé. Et j'ai réussi à l'avoir, et ça c'est très cool. Surtout lui qui a réussi à t'avoir. Vice versa, hein, parce que il y a 1 an et demi c'est lui qui me voulait, mais là c'était quand même beaucoup moi. Oui, mais ça fait quand même 1 an et demi qu'il te veut. On ne savait pas. D'accord, on va dire que... On faisait l'autruche tous les deux. Je vous dis que si. On faisait l'autruche, ok. Laisse-nous faire l'autruche. J'aime bien avoir la tête dans le sable. Et en fait, première occasion, avec mes insécurités, mes peurs, etc., je vois sur Instagram, mais que vois-je? Une fille avec qui il parle sur Tinder. On me dit, voilà, donc il parle avec une nana sur Tinder, et du coup, je la vois sur Instagram, et là, mon premier réflexe, j'ai pas cherché à contrôler mes émotions, je lui ai écrit, tu vois. Genre, machine, ça te dit quelque chose? Tu vois, alors qu'il est au taf, etc. Donc le mec me dit oui. C'est la nana avec qui je parle avant toi, mais pourquoi? Moi, j'ai pas dit ça, pourquoi? Et du coup, je suis partie au conflit. Je suis partie forcément un peu au conflit, en mode, ça y est, tu me trompes, du coup, ouais, j'ai une occasion de me casser avant que tu te casses. Et dans ma tête, et je t'ai dit, mais moi, j'étais persuadée, parce que du coup, ça a créé une petite tension, forcément, vous vous en doutez. Et du coup, on se parlait beaucoup moins, il y a plus forcément de choses mignonnes, hein. Forcément, dans les disputes, t'as plus envie d'être ultra mignon avec la personne, sauf que moi, j'ai ce besoin d'attention et d'émotion permanente. Donc, quand je l'ai pas, je me dis, il va partir. Donc, je t'ai dit, il va me quitter. Et du coup, je t'ai dit, je vais le quitter avant. Et je t'ai dit, et tu m'as dit, calme ta joie. On redescend, on en reparle demain. Et le lendemain, j'ai dit, oui, non, j'ai pas très envie de le quitter. En fait, c'est sûr, c'est moi qui vais être malheureuse. Mais du coup, si j'avais pas laissé reposer mes émotions, etc., j'allais à l'auto-sabotage comme une grande. Ouais, voilà. Donc, c'est génial. Mais j'apprends à contrôler au fur et à mesure. Mais c'est pas évident. Ça, c'était le route 1. Oui, j'ai fait la même chose 2 semaines après, mais en même temps, à Budapest, excuse-moi, c'était bizarre. Je ne dirais pas tout ici. Mais t'as réagi comme moi. Pour rappel, même là, tu m'as dit, ouais, non, c'est chaud. C'est ça. Mais après, tu m'as dit quand même, calme-toi. C'est surtout cette partie-là, en fait, qui est importante. C'est, du coup,
me permets de le dire, à ce moment-là, t'as vraiment réagi à chaud, à Oui. te dire, la relation, c'est terminé, j'attends de le voir et je le quitte. Ouais. C'est ce que t'avais dit. Ouais. Et 2 heures après, je t'en mode, non, finalement, ça va. C'est ça, monsieur. Redescends, Ouais, c'est ça. redescends, prends le temps. Et c'est surtout cette problématique-là, en fait, qui est intéressante. Est-ce que t'as des conseils du tout intéressant. C'est relou, c'est une bitch aussi, cette problématique, tu vois. Bah, au niveau des conseils, le seul truc que je peux dire, c'est, en général, quand t'as ces peurs-là, t'es aussi beaucoup dans l'émotionnel, comme je suis. Parce que quand t'es pas dans l'émotionnel, t'as quand même des peurs qui sont un peu plus rationnelles, entre guillemets. Et donc, c'est de laisser reposer ses émotions, parce que prendre des décisions à chaud, Julien m'a toujours dit, mon frère, jamais à chaud, toujours à froid. Et c'est vrai que même pour toi, du coup, tu te sens mieux quand tu digères tes émotions, etc. Donc, le seul conseil sur ce genre de peur, c'est quand il redescend, ça va bien se passer. Clairement. Voilà. T'as répondu à ta question et je suis assez vulnérable pour toi, on est bon? Elle est pas bien, là. On est bon au niveau vulnérabilité ou pas? Ou t'as besoin que j'en sorte encore un petit peu? Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit au début du podcast? Très dur pour elle d'être dans sa vulnérabilité. C'est ultra dur. Et ça sert à rien, la vulnérabilité. C'est un sentiment de bitch. Non, c'est... Il y aura beaucoup trop de fois le mot bitch dans ce podcast. Désolée, d'avance. Bah tiens, C'est à mon tour, c'est à ton tour. Mais alors, dans ton cas, en amour, ou peut-être pas en amour, puisque je te connais un petit peu, en amitié? En amitié, as-tu des peurs de l'échec, ma petite dame? Alias, quand elle a brûlé ma casserole la semaine dernière, elle a cru que je voulais plus être son amie. Parce qu'elle avait brûlé ma casserole, les gars. Une casserole qui, évidemment, se nettoie quand elle est bon produit accessoirement. Elle était persuadée que notre amitié était terminée. 3 ans d'amitié, casserole brûlée, pouf, fini. Donc alors tu peux... Hein, voilà, à ton tour. Bitch. Moi aussi, je t'aime. Il va être sympa, ce podcast. Alors, ma petite blague, réponds-moi à cette Tu m'as mis mal, là, l'anecdote de la casserole. Ouais, bah, c'est bon, hein. Tu m'as mis l'anecdote de mon mec. Je vais te mettre l'anecdote de ta casserole. Oui, moi j'ai pas de peur de l'échec ou de la réussite en amour, parce que pour le coup, je pense qu'en amour, j'ai jamais eu de vraies problématiques, j'ai toujours eu des relations qui se sont plutôt bien passées. Par contre, en effet, en amitié, c'est un petit peu plus compliqué. On va dire que j'ai toujours été quelqu'un qui a extrêmement donné à toutes les personnes qui partageaient ma vie. J'ai beaucoup de mal à laisser rentrer quelqu'un dans mon cercle amical, mais quand la personne y est, je donne absolument tout pour cette personne. Ouais, c'est quelque chose. C'est la porte à passer de l'autre côté pour devenir amie est très complexe. Je vraiment, elle est fermée. Il y a très peu de gens qui y sont, mais quand il y est, je donne tout pour toi. Ouloulou. T'as tiré le jackpot. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des personnes, non pas qui ne sont pas saines, mais qui peuvent ne pas l'être à certains moments donnés de la relation. Et la problématique, c'est que j'ai souvent été entourée de personnes déjà qui me voulaient que pour elles. C'était en mode Sylvia, c'est ma meilleure amie et c'est la mienne. Non, je pense être un être humain à part entière et avoir le droit d'avoir plusieurs amitiés. Ok, ça va pas aussi. Et Savannah, c'est le chat. Oui, c'est mon chat. On précise. Et donc du coup, j'avais déjà ce truc de comme si j'appartenais à certaines personnes que j'ai pu côtoyer sur ces dernières années. Et ça créait des conflits énormes dès que je me rapprochais de quelqu'un. Et j'ai pu perdre des gens en fait comme ça par jalousie. Donc jalousie de côtoyer quelqu'un d'autre, alors que c'est des gens que j'aimais de tout mon cœur. J'ai pas juste envie d'aimer une personne en fait. L'amitié n'a pas censé avoir de jalousie, non, clairement pas. Donc ça c'est le premier type de jalousie par rapport à une autre personne. Et après j'ai attiré aussi beaucoup de jalousie de d'autres femmes par rapport à qui j'étais en train de devenir. Quand j'ai perdu du poids dans le passé et que je commençais à devenir aussi plus jolie, en soirée, voilà, on se fait pas un dessin, les hommes venaient beaucoup plus vers moi. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que j'avais beaucoup plus d'opportunités. Le fait que je m'exprime aussi extrêmement bien, hein, ça fait aussi la différence. Du coup, je commençais à avoir pas mal d'opportunités qui faisaient que j'avais des amis qui se sentaient un peu délaissés aussi par rapport à moi. Donc, autre sentiment de jalousie.
Il y a vraiment aussi le fait d'être confortable dans ses bottes, puis après dans le business aussi qui évolue, qui crée aussi de la jalousie. Et j'ai constamment en fait été entourée de personnes qui ont pu avoir du coup ce sentiment-là, alors que moi je les aimais de tout mon cœur, prête à tout donner, mais ça crée des décalages. Parce que finalement, quand j'envoie de l'amour à la personne a du mal à recevoir cet amour, ou va prendre cet amour, mais me le rendre un peu sous forme de pas d'amour en fait. Je vais pas dire de haine ou autre, mais quelque chose de pas forcément hyper positif, et a tendance à m'en demander toujours plus, toujours plus. Donc moi je donne toujours plus parce que j'ai l'impression que c'est normal, sauf que ça ne l'est pas. Jusqu'au jour où j'ai accepté vraiment de me mettre moi en position en mode c'est moi first et je suis pas égoïste en faisant ça. Sauf que à partir de ce moment-là, j'ai commencé aussi à perdre plein de gens parce que je suis qu'une égoïste, je pense qu'à moi. Quand tu dis non aux gens qui ont eu l'habitude. Ouais, c'est Entendre ça. toujours des oui. C'est ça. Le non est compliqué. Et il y a une fois même, je me souviens, ça a été une amitié brisée qui a été très douloureuse. Du coup, une ancienne amie qui m'avait dit moi j'aime pas Sylvia Tassa, je préfère Sylvia Tassaert. Tassaert qui est mon vrai nom de famille de base et Tassa qui est mon nom on va dire de scène entre guillemets. Voilà. Je suis en train de t'imaginer sur OnlyFans, pardon. Excuse-moi. On a dit on donnait pas de lien ici. Dédicace au premier podcast. Et du coup, je me souviens lui avoir dit oui mais enfin je suis les deux en fait. En sachant que Sylvia Tassa, donc mon entreprise, l'arrangeait beaucoup quand elle avait besoin de se digitaliser, de développer des trucs. Là, par contre, Sylvia Tassa, elle existait à fond. Voilà. Cool. Mais par contre, dès qu'il s'agissait de prendre 5 minutes pour faire une story, pour répondre à un client, elle était relou. Ah, t'as raison. Voilà. Et j'ai vécu plein de choses. Je pourrais vous sortir des trucs qui sont quand même assez loufoques. Mais j'ai perdu énormément d'amitié comme ça d'affilée. Et des gens vraiment à qui je tenais énormément. Et ça m'a brisé en fait plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette peur de faire quelque chose de travers et de perdre les gens que j'aime. Donc, quand Anaïs vous sort l'anecdote de la casserole, bien évidemment, je me suis pas dit... non, ça a duré 2 secondes. En gros, j'ai brûlé la casserole, parce que j'ai mal cuit mon riz, bref. Et je pense réellement que pendant 2 heures, mon seul focus, c'était de me dire, il faut que j'arrive à nettoyer cette casserole. Ah ouais. Tu m'as même demandé où je l'avais acheté pour aller la racheter. Et j'étais en mode, mais tranquille, c'est une casserole, quoi. Il y en a plein d'autres, tu vois. Genre, je suis pâtissière, il y a à peu près 700 casseroles dans le tiroir, tranquille. Mais j'étais pas bien parce que je veux toujours apporter le meilleur aux gens que j'aime. Comme je le disais, quand une personne passe dans le stade de c'est mon ami, je veux vraiment donner le max pour que cette personne se sente bien. Je suis comme ça. Et c'est vrai que, ouais, il peut arriver des petits trucs et des fois ça peut me faire des montées de stress. Tu vois, quand toi t'as des montées de stress au taf, moi je peux avoir des montées de stress en amitié. Et souvent c'est en mode redescend, il va rien se passer. Ce n'est qu'une casserole. Ce n'est qu'une casserole, il y a rien de grave. Elle était belle, hein. Rip. Évitez la casserole, mettre le hashtag. Mais voilà, et donc ouais, c'est compliqué. C'est encore compliqué, je travaille dessus. J'ai des amis incroyables comme cette femme ici présente. Si vous n'êtes pas sur YouTube, elle me montre moi. qui a tendance des fois à me le rappeler en mode tranquille, je suis là, je resterai là, peu importe ce qu'il se passe, donc tu ne fais pas une dinguerie de chez dinguerie, il n'y a pas de raison. Et du coup, j'apprends aussi à relativiser. Mais ouais, moi vraiment, je pense que ma grosse peur de l'échec, elle est là, sur l'amitié. Non, on a tous 3 milliards de peurs en vrai. Ouais. C'est pas facile en vrai notre vie. Hein. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est pas facile. Bah du coup, quand même, elle est très cool. Alors, ensuite... C'est pas mon tour, là? Ah si, c'est vrai. Non. Il nous reste une question chacune. Choisis dans une. Si vous êtes sur le podcast, désolé pour le temps de pause, n'hésitez pas à regarder YouTube une fois de plus. Sylvia est en train de chercher quelle question elle a envie de me poser. Je comble ce podcast. On va prendre du coup la peur de l'échec. Ok, donc dans le business. Si toi, tu devais tirer un avantage de cette peur, ça serait quoi? Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, du coup, c'est le fait que ce soit ultra moteur pour moi.
pour ne pas y aller, tout simplement, pour éviter de me prendre le mur. Je vais faire en sorte de pas arriver à l'échec. Et j'ai pas envie de le vivre, parce que si un jour je le vis, ouh, il va faire mal, il va être très compliqué, donc plutôt que ça arrive, je préfère en faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà. Et si ça doit arriver, bah ça arrivera, c'est la vie d'un entrepreneur. Mais voilà, ouais, non, le truc vraiment ultra positif, c'est que du coup, ça me pousse vers la réussite. Encore plus, et que c'est censé m'éloigner, mais je pense que ça restera toujours une peur jusqu'à temps que je revende toutes mes boîtes et que je sois aux Maldives tranquille. 76e fois dans ces Maldives. Jusqu'à temps que je sois aux Maldives, je pense que ça sera une peur constante qui ne partira pas. Comment tu l'as travaillé? Gestion du stress, énormément. Je fais beaucoup on en parlera dans d'autres épisodes, mais beaucoup de cohérence cardiaque, beaucoup de respiration, beaucoup de méditation, beaucoup de visualisation, bref, que des choses ultra positives. Et après, en fait, j'ai l'impression de bosser toujours plus. Et quand tu sais à quel point on bosse comme des dingues. Et tout ça, justement, pour essayer de contrer le fait que ça puisse arriver. Je me dis, plus tu bosses, moins ça arrivera. Alors que c'est totalement faux. Parce que ton nombre d'heures n'est pas corrélé à ta réussite du tout. Des fois, il suffit d'avoir un coup de chance sur une vidéo qui perce et paf, la réussite, elle est là alors que t'as pas bossé comme un ouf. Du coup, voilà. Donc moi, je sais que je fais en sorte de travailler toujours plus pour éviter d'arriver à l'échec. Et de me dire, si j'y arrive, franchement, j'ai fait le max. Donc là, t'es en train de me dire que si tu bosses 10 à 15 heures par jour, c'est quasi uniquement, parce qu'il y a du taf, bien évidemment, mais lié au fait de combler cette peur. Ah oui, certainement. Ok. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et d'avoir la condition de vie que j'ai envie d'avoir aussi, évidemment. Parce qu'on n'est pas entrepreneur, enfin il y a un moment, je veux bien que tout le monde soit entrepreneur pour sauver la planète, sauver l'écologie, sauver le monde, etc. Mais on est aussi entrepreneur pour gagner notre vie, on va pas se le cacher, on a dit qu'il n'y avait pas de bullshit. Je suis entrepreneuse pour gagner ma vie correctement et pouvoir m'offrir des voyages, pouvoir m'offrir des expériences, des moments, des souvenirs, etc. Qui fait notre vie, tout simplement. Qui fait notre vie, voilà. Et du coup, je travaille aussi évidemment en ce sens-là, mais j'ai une réelle peur de l'échec. En fait, quand je vois aussi dans quel état ça a pu mettre mon frère, tu vois, dans quel état de stress ça a pu le mettre, etc. Alors que moi, d'un regard extérieur, je suis en mode, mais c'est pas du tout un échec. Tu vois, d'un regard extérieur, je suis en mode, mais t'imagines tout ce que tu m'apprends aujourd'hui, tout ce qu'on s'apprend, tout ce que tu t'arrives à aider les autres, etc. Donc c'est pas un échec pour les autres, mais toi, tu le vis quand même comme ça. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça me renvoie, moi, en miroir, où je bosse énormément, mais comme je le disais, j'ai tendance à mettre mon focus des fois sur des choses qui sont pas forcément prioritaires. Et des fois, des focus que je peux avoir sur 1 heure ou 2 heures qui vont faire avancer la boîte de dingue. Et c'est comme si je les fuyais, ces moments-là, pour éviter d'aller... ce que je disais tout à l'heure, tu fuis les moments où tu vas réussir. C'est ça. Et ça, c'est dur parce que du coup, c'est contre-intuitif pour toi. Clairement. Et du coup, une dernière question. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a la même crainte que toi de la réussite, lequel ça serait? Ça serait d'aller suivre une thérapie. Vraiment, le meilleur conseil que je peux donner pour quelqu'un qui a cette peur de la réussite, c'est de trouver, en fait, quel est le point de départ de cette peur et d'aller justement le soigner. C'est hyper méga important parce que la peur de la réussite ne se résolve pas juste en se disant je passe à l'action et j'y vais. Ça serait bien. Ça serait trop bien, mais ça fonctionne pas. Par contre, depuis que je suis en thérapie, je vois réellement la différence. Le fait d'aller travailler en profondeur sur des sujets sur lesquels on fait l'autruche depuis des années et des années, et moi je parle de ça depuis que j'avais 12 ans, donc c'est plus de la moitié de ma vie, ça me ressort en pleine gueule actuellement, mais le fait de travailler dessus me permet aujourd'hui d'avancer beaucoup plus sur cette peur de la réussite qui diminue de plus en plus. Je pense qu'avant, je devais être à un taux de la peur de la réussite de 100%. Aujourd'hui, je dois être sur une phase de 60%. C'est mieux. Donc, ce qui est déjà beaucoup mieux. Et en plus, au niveau thérapie, il y a plein de choses aujourd'hui, parce que il y a des gens qui voient la thérapie comme juste le psychologue. Bien sûr. Mais il y a tellement de sortes de thérapie. Moi, je vois ma thérapie à moi, c'est l'hypnose, tu vois. Et je parle pas, du coup. C'est génial. C'est elle qui parle. C'est génial. Du coup, si on peut rebondir là-dessus, très clairement, l'hypnothérapie, je trouve ça dingue. Ma première hypnothérapeute, du coup, ça a été celle que Anaïs m'a recommandée, qui était juste incroyable. Et j'ai suivi, en fait, dans ce sens.
Clairement, l'hypnose, là où c'est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de parler comme on parlerait à un psychologue, mais on va venir vraiment chercher en profondeur dans la tête. Alors, bien sûr, ouais. l'hypnothérapie, c'est pas le pendule comme ça et non, c'est pas les cartes. Non, c'est vraiment, on ferme les yeux et on se laisse guider. C'est un peu comme une guidance, en fait, qui va aller chercher dans l'esprit. Et vraiment, je le recommande pour tous ceux qui ont cette peur-là. Ouais, mais l'hypnose en général, hein, pour toutes les croyances limitantes, pour toutes les peurs, etc. Bah, Clairement. moi, la peur de l'échec, j'ai beaucoup bossé aussi en hypnose. C'est des choses qui marchent très bien. Mais choisissez un bon hypnothérapeute, par contre. Si vous voulez le contact, n'hésitez pas à dire quelque part en commentaire sous n'importe quelle plateforme. T'as vu comment je fais de l'engagement de deux? Ouais. T'inquiète. Pardon. Elle s'en fiche royalement. Non, j'étais juste focus sur cette fin. Où vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, il existe des solutions. Ça prend peut-être plus de temps. Peut-être que vous allez avoir cette impression d'avancer moins vite aussi que certaines personnes. Parce que c'est le ressenti que moi j'ai eu, de me dire que je pourrais être beaucoup plus loin et que je le suis pas à cause de cette peur-là. Mais la chose que je peux vous garantir, c'est que quand vous dépassez ce stade-là et que vous diminuez votre pourcentage de peur de réussite, derrière vous devenez une machine et vous devenez inarrêtable parce que vous n'avez pas cette peur de l'échec. Et aujourd'hui, je pense très sincèrement que la peur de l'échec sur le moyen long terme est plus difficile à gérer que la peur de la réussite. Bah, c'est beaucoup plus usant parce que t'as un stress constant à gérer en plus. Totalement. Alors que vraiment la peur de la réussite, moi je sais que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, et j'ai un échec, je retourne bosser, je sais faire de l'animation, et ben j'y vais faire de l'animation, je trouverai toujours des solutions. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire pour terminer. Merci beaucoup pour cette fin de podcast. Merci beaucoup Madame Anaïs. On se retrouve très vite, la semaine prochaine, c'est-à-dire pour le prochain podcast, mais on vous dévoile pas le sujet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez un sujet en particulier, même si on en a toujours 44. Du coup, maintenant, à tourner. C'était 45 hier, c'est 44 aujourd'hui. C'est ça. À très vite. Au revoir.